Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous ce midi pour vous parler en fait de ma thèse. C'est ma thèse doctorale que j'ai terminée au mois de janvier en fait. Ça fait à peu près 6 mois, donc c'est encore évidemment tout frais à ma mémoire. Puis je suis très contente de pouvoir partager mes résultats avec des gens, des cliniciens qui travaillent de près ou de loin avec les mères adolescentes ou toute autre population de jeunes en difficulté. Donc, ça me fait vraiment très plaisir d'être ici avec vous. Sinon, juste un petit mot sur moi. Je suis travailleuse sociale de profession. Je travaille au Centre d'expertise Marie-Vincent en agression sexuelle. Donc, je suis également aussi clinicienne, mais c'est sûr qu'avec l'expérience du doctorat, j'ai eu la chance de toucher aussi à la recherche. Mais j'ai compris surtout l'importance de transférer les données de recherche plutôt que de les garder dans une chasse gardée ou dans des articles scientifiques. Je pense que la plus-value, c'est vraiment quand on vient parler directement à des gens qui peuvent les utiliser au quotidien. Donc, merci pour l'invitation, puis je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce midi. Alors, oui, peut-être revenir à l'arrière pour juste parler du sujet. C'est un long titre. En fait, ça porte sur les mères adolescentes, sur les expériences de maltraitance de ces mères adolescentes qu'elles ont vécues elles-mêmes dans l'enfance et comment ces différentes expériences de maltraitance-là les placent à risque d'avoir des facteurs de risque qui pourraient les amener à maltraiter également leurs enfants dans le futur. Alors, c'est là-dessus. Alors, la présentation, je vais juste vous présenter un petit peu le cadre théorique derrière le projet de recherche. Je pense que c'est pertinent de savoir pourquoi j'ai étudié ce sujet-là et je pense que vous allez probablement vous reconnaître ou reconnaître votre pratique ou vos clients à travers le cadre théorique de la présentation. Ensuite, je vais vous parler des résultats. C'est des analyses statistiques, donc je vais essayer de... En fait, je pense que je vais vulgariser bien mes analyses statistiques, mais si vraiment vous avez des questions par rapport au processus et tout ça, évidemment, n'hésitez pas à poser les questions. Puis ensuite, j'aimerais discuter avec vous des implications cliniques que ces résultats-là peuvent avoir au quotidien dans votre pratique. Alors, tout a commencé quand je me suis intéressée à la problématique de la parentalité à l'adolescence. J'étais heureuse de constater que le ministère de la Santé et des Services sociaux considère d'emblée la parentalité à l'adolescence comme étant une problématique sociale importante, au même titre que le suicide, l'agression sexuelle, la toxicomanie et tout ça. Donc, de constater que d'emblée, la parentalité à l'adolescence se distingue de la parentalité en général, ça faisait beaucoup de sens. Et ça fait beaucoup de sens aussi basé tant sur les données cliniques qu'on a que sur les données de recherche également. C'est pas les mêmes trajectoires. Qu'on ait 17 ans ou qu'on ait 35 ans ou 25 ans ou peu importe, le stade développemental dans lequel on se trouve quand on choisit ou pas de devenir parent, ça a un effet sur comment ça risque de se passer pour nous. Ensuite, j'étais également très heureuse de savoir qu'il y a des programmes qui existent, qui sont mis en place pour soutenir les mères adolescentes et leurs conjoints, puis en même temps aussi l'ensemble des mères vulnérables au Québec dans leur parentalité. Et les CIP, vous les connaissez probablement très bien. C'est un programme, un large programme qui est offert dans les CISSS ou les CIUSSS et c'est des services qui sont dispensés par des travailleurs sociaux, des infirmiers, des psychoéducateurs et autres. Et dans ce CIP, il y avait jadis un programme qui s'appelait le programme de soutien aux jeunes parents, qui n'existe plus en tant que tel, mais en fait, il a simplement été scindé à l'ensemble de l'offre de services. Et les données que je vous présente aujourd'hui sont tirées d'une étude évaluative qui portait sur le PSJP, sur le programme de soutien aux jeunes parents. Voilà. Donc, ce programme-là n'existe plus, mais les services continuent à être dispensés quand même. Ce qu'on constate, c'est que la reconnaissance de l'expérience de maltraitance subie dans l'enfance des mères adolescentes et les effets que les expériences de maltraitance peuvent avoir sur leur vie actuelle serait favorable à la prévention de l'adoption de pratiques l'adoption de pratiques parentales maltraitantes. Donc, pour pouvoir prévenir la PPM, donc l'adoption de pratiques parentales maltraitantes, il serait favorable de s'intéresser non seulement à leur histoire de maltraitance, mais aussi aux effets que ça continue à avoir probablement ou potentiellement sur leur vie actuelle. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'en général, les interventions qui sont destinées aux mères adolescentes s'intéressent très peu
du moins de manière directe, à l'expérience de maltraitance ou à toute expérience antérieure chez la mère adolescente avant, dans le fond, la naissance ou avant la grossesse. Et malheureusement, le programme CIP ne fait pas exception à ça. Lors du premier cadre, la première publication du guide de pratique, je pense en 2006, il n'y avait en fait aucune mention des expériences de maltraitance antérieures des mères. Quand on parlait de maltraitance dans le guide de pratique, c'était pour parler de la maltraitance que les mères pouvaient faire face à leur enfant. Et moi, j'ai terminé la rédaction de la thèse en 2016, au mois d'août 2016, et en décembre 2016, il y a une nouvelle mise à jour du guide de pratique, puis j'étais très, très heureuse, mais à la fois fébrile de lire ça, parce qu'il aurait pu se passer deux choses. Soit le nouveau guide de pratique, dans le fond, vient un peu démentir ce que j'avais écrit dans ma thèse, c'est-à-dire que non, au contraire, maintenant, il est temps de s'intéresser à ça, ou ça aurait pu en fait le contraire. Et finalement, quand j'ai lu le guide de pratique, je me rends compte qu'on aborde l'expérience de maltraitance des mères, on en parle, mais ce qui est indiqué, c'est qu'actuellement, si on détecte qu'il y avait expérience de maltraitance antérieure chez les mères adolescentes, ces mères-là sont exclues du programme CIP. Donc, ça m'a encore plus choquée de lire ça. Donc, j'ai modifié ma thèse, mais pour inclure ces nouvelles modifications-là. Et en fait, ces jeunes mères-là sont, dorénavant, il est conseillé de les référer vers des programmes de jeunes en difficulté ou d'autres programmes de type communautaire. Le problème avec ça, c'est que on n'a pas le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un programme intégré qui va pouvoir à la fois s'occuper de ses expériences personnelles et de ses expériences en tant que mère. Alors, la problématique principale, c'est qu'à travers différents objectifs complémentaires, on va tenter d'intervenir sur la prévention de la maltraitance, mais on n'aborde pas la transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Donc, c'est comme si on commençait à intervenir maintenant, mais on ne s'intéresse pas aux effets de la transmission intergénérationnelle, c'est-à-dire des expériences antérieures et comment ces expériences-là vont venir influencer le risque de maltraitance de la mère. Alors, on n'est pas au courant, dans le cadre de l'intervention et même en recherche, on n'est pas au courant trop de la nature de l'expérience de maltraitance subie dans l'enfance. En recherche, on va avoir des études qui vont porter, oui, sur les expériences de maltraitance, mais ça va être des données très, très descriptives. Donc, elle a subi de l'agression sexuelle. Bon, 35% des mères ont subi de l'agression sexuelle, 25% ont subi de l'agression physique. Bon, la négligence, il y en a beaucoup. Ou on va avoir des données du genre dichotomique. Elles en ont subi ou elles n'en ont pas subi, puis on n'a pas vraiment idée de c'est quoi qu'elles ont subi. Et même quand on le sait, comme je vous mentionnais dans le premier exemple, c'est-à-dire de façon descriptive, fait que 35% telle forme, puis 35%, on n'a pas non plus de vision intégrée. C'est-à-dire comment qu'on fait pour savoir qui a vécu quoi, puis si c'est plus qu'une forme ou deux. C'est même si on nous disait 35% de notre échantillon a subi 4 formes de maltraitance, on n'est pas capable de les distinguer à travers la nature vraiment de leur expérience de maltraitance. C'est trop descriptif. Alors ça, c'est un problème majeur. Et ensuite, donc, ne sachant pas ça, on n'est pas capable non plus de bien détecter l'ampleur des difficultés qui sont présentées par la mère et donc par le fait même de vraiment sa vraie disponibilité ou sa vraie disposition à prendre part à l'intervention qui porte sur la parentalité. Alors, je me suis inscrite dans un cadre théorique, la théorie axée sur le traumatisme. C'est une théorie qui a été utilisée plusieurs fois, beaucoup plus en intervention qu'en recherche, mais puisque je suis moi-même clinicienne, ça faisait beaucoup de sens pour moi d'utiliser cette théorie-là. Et c'est un cadre théorique qui met l'accent, qui propose de s'attarder aux difficultés personnelles et parentales d'un parent, et également la manière avec laquelle son expérience de maltraitance continue de l'affecter au quotidien et avec son enfant, et comment celle-ci contribue au risque de transmission intergénérationnelle de la maltraitance. Mais la théorie axée sur le traumatisme met aussi l'accent sur l'hétérogénéité des expériences de maltraitance. On ne peut pas, juste en sachant qu'est-ce que tu as vécu à peu près, te comparer nécessairement à quelqu'un d'autre. C'est très, très, très hétérogène et ça rend la standardisation de la pratique vraiment complexe puis même inappropriée dans plusieurs cas. J'ai 2 citations en anglais parce que c'est un article qui m'a vraiment... En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la théorie axée sur le trauma quand je suis tombée sur cet article-là. Quand on écrit une thèse de doctorat, une des parties les plus importantes de la thèse, c'est le fameux cadre théorique. Puis moi, pendant plusieurs années, si j'avais pu, là, j'aurais sauté ce chapitre-là parce que je trouvais que ça n'était pas nécessaire, puis fait des analyses, puis
discute des implications, puis à un moment donné, je suis tombée sur cet article-là qui a fait beaucoup de sens pour moi, puis j'ai compris l'importance du cadre théorique parce que c'était comme les parties qui manquaient dans mon puzzle. Et c'est un article qui a été écrit par, en plus, une travailleuse sociale, donc je suis encore plus ravie. C'est une travailleuse sociale qui a écrit cet article-là avec des collègues psychothérapeutes dans les années 1975, avant même que le DSM inclue tout ce qui est post-traumatique dans les maladies mentales. Et elle dit, en fait, en gros, que c'est un article qui s'intitule, évidemment, qui s'inscrit dans un cadre beaucoup plus psychanalytique, mais qui s'intitule « Les fantômes dans la pouponnière ». Et c'est un article qui dit, en fait, dans cette citation-là, elle dit « Dans chaque pouponnière, il y a des fantômes. Ce sont des visiteurs qui viennent du passé qu'on a, du passé soit qu'on se souvient bien ou du passé qu'on ne se souvient pas très, très bien. Mais ce sont des visiteurs qui s'invitent au pire moment. En réalité, c'est ça. Et ils reviennent pour un peu nous hanter. Et même quand ça va bien, même quand on a des relations d'attachement qui sont stables, ça va bien, on a l'impression qu'on vit bien, au pire moment, parfois ces fantômes-là reviennent et peuvent un peu tout défaire ce qu'on avait tenté de mettre en place dans notre espèce d'élan de résilience, bien, ça nous rattrape un petit peu. Et pourquoi ça s'appelle les fantômes dans la pouponnière? C'est parce que ce qu'on constate, c'est que très, très souvent, le contexte de parentalité, de maternité, c'est un contexte qui est très, très propice à l'apparition de ces fantômes-là. Je peux penser que je suis très, très bien, que j'ai résolu mon traumatisme, mais quand il est le temps de faire l'apprentissage à la propreté, peut-être, oups, c'est quelque chose qui va venir déclencher chez moi des choses. Peut-être que je mets au monde un enfant parce que pour moi, j'ai jamais eu de famille et j'ai l'impression que comme ça va régler tous mes problèmes. Mais au premier rejet du câlin, là, ou peut-être l'échec de mon allaitement, ou même l'accouchement en soi, qui est une expérience hyper douloureuse, bien, peut-être ça peut venir raviver chez moi, dans le fond, mes fantômes du passé. Et donc, suite à la lecture de cet article-là, et à plusieurs autres, malheureusement, ou heureusement, j'ai décidé de conceptualiser tout ça un peu comme un iceberg. Parce que ce qu'on constate, c'est que quand vient le temps d'intervenir avec ces mères-là, on va s'intéresser aux conditions qui sont observables. Fait que je suis capable de voir que la mère a une santé mentale fragile. Peut-être ce sont mes observations ou peut-être j'ai des diagnostics. Dans ce temps-là, c'est encore plus simple. Je suis capable de voir qu'elle a un faible réseau de soutien parce qu'elle est toujours seule quand elle vient à mes rendez-vous ou parce qu'elle me nomme qu'elle n'a personne dans sa vie. Je suis capable de voir qu'elle vit dans des conditions socio-économiques précaires parce que, bon, financièrement, ça va pas bien. Le logement, ça va pas bien. Puis aussi, je suis capable de constater que sur le plan de la relation mère-enfant, c'est pas optimal. Tu sais, des fois, dans le bureau, il y a des interventions qui se font de la part d'un parent, puis ça nous fait sourciller un petit peu, puis on est capable de distinguer les forces et les difficultés du parent juste en le voyant parfois interagir avec son enfant. Mais en dessous de ça, dans la partie qu'on ne voit pas, c'est toutes les expériences antérieures, les expériences auxquelles, si on s'y intéresse, parfois on a accès, parfois on n'a pas accès, selon la mère qui se trouve devant nous. Ou que dans le cadre de mon programme, parce que j'ai 35 minutes pour rencontrer une mère ou 45 minutes, parce que j'ai d'autres objectifs plus importants ou qui ont attrait aux conditions observables, j'ai pas le temps ou je suis pas disposée pour m'attarder à tout ce qui se trouve en dessous de l'eau, en fait. Et ce qui se trouve en dessous de l'eau, c'est l'expérience de maltraitance. Donc, parfois, on sait aussi, les mères vont nous avoir dit, mais tu sais, moi, j'ai été négligée ou moi, j'ai été agressée sexuellement, puis je laisserai pas mon enfant vivre ça. Hein? Des fois, elles réussissent super bien. Puis d'autres fois, c'est plus compliqué. Mais même quand les mères nous nomment spontanément leurs expériences de maltraitance, on ne sait pas vraiment c'est quoi cette expérience-là. Est-ce qu'elle a vraiment juste été agressée sexuellement? Si oui, dans quel contexte? On ne le sait pas. Donc, sous ça, ça demeure une question qui est quand même assez importante pour pouvoir bien intervenir. Et alors, la dernière citation que je vous présente ici, c'est que les auteurs se disent, on a commencé à se questionner, pourquoi est-ce que la mère devant nous n'arrive pas à entendre les pleurs de son bébé? Et ils disent probablement que c'est parce que les pleurs de cette propre mère n'ont pas été entendus. Donc, dans la pièce, il y avait 2 enfants qui pleuraient. OK? Puis cette citation-là ne vise pas à infantiliser les parents ou à les traiter d'enfants qui pleurent ou de bébés. C'est seulement pour dire que sur le plan de la détresse psychologique, il y a 2 êtres qui potentiellement souffrent beaucoup. Et puisqu'il y a 2 êtres qui souffrent beaucoup, ben ils ne peuvent pas vraiment soutenir l'un et l'autre.
Alors, ces propos m'invitaient à réfléchir sur le principe de la construction de soi, comment on fait pour bâtir un adulte fort ou un parent fort, alors que l'enfant en dedans tremble toujours parce qu'il n'a pas été soutenu dans sa propre expérience. Et dans une optique de prévention de l'adoption de pratiques parentales maltraitantes, l'intervention d'accompagnement qui est offerte à ces mères-là qui ont subi de la maltraitance se doit d'abord de les aider dans la résolution de leurs difficultés et dans les conséquences qui en découlent et qui continuent de les faire souffrir. Mais donc, pour ce faire, il faut que l'intervention s'adapte à ça, mais on ne peut pas vous demander de vous adapter à ça si on ne vous fournit pas des repères théoriques qui vous permettent de vous orienter. Et c'est un trou important dans la littérature, malheureusement, pour les mères adolescentes. Alors, mon objectif, c'était d'explorer l'association qui existe entre l'expérience de maltraitance subie dans l'enfance chez les mères adolescentes québécoises et les conditions qui sont observables chez ces dernières et qui sont considérées comme étant fortement associées à l'adoption de pratiques parentales maltraitantes. Donc, en fait, si on reprend mon iceberg, je voulais comprendre qu'est-ce qui unit le haut et le bas du iceberg. Alors, ma recension des écrits, si je vous la résume très, très rapidement, on constate que plus de la moitié des mères adolescentes qui ont participé à des études dans différents contextes auraient vécu plusieurs formes de maltraitance dans leur enfance. Dans notre étude à nous, l'étude évaluative du PSJP, c'est une étude qui, à la base, visait à évaluer le PSJP. Puis, il y avait plein d'auteurs autour d'une table. Et il y a eu quelqu'un qui a dit « Hey, on va mettre un questionnaire pour mesurer l'expérience de maltraitance subie dans l'enfance. » Mais ce n'était pas du tout l'objectif de cette étude-là. Mais les chiffres nous ont jetés à terre. 80% des mères, d'un échantillon de 447 mères, auraient vécu au moins une expérience de maltraitance. Et plus de 90%, c'est une expérience de négligence aussi. Donc, presque la quasi-totalité des mères adolescentes qui étaient inscrites au CIP et qui ont participé à l'étude évaluative présentaient des expériences importantes de maltraitance. Maintenant, pour ce qui est de la transmission intergénérationnelle de la maltraitance, on considère qu'à peu près le tiers des mères, donc une mère sur trois, sans égard à son âge, qui aurait été maltraitée dans son enfance, maltraitera à son tour son enfant. Et là, ça ne veut pas dire que si c'est de l'abus physique que j'ai subi, je vais abuser physiquement. Très souvent, on va négliger, ça va être la négligence qui va prendre le dessus en termes de transmission. Mais lorsqu'il est question de mère adolescente, on n'est plus dans le 1 sur 3, on est dans le 1 sur 2. Alors, c'est encore un plus gros risque pour la transmission intergénérationnelle de la maltraitance lorsqu'en plus on est une jeune maman. Donc, ce qu'on constate, ce qu'on constate, c'est que qu'est-ce qui est associé à l'adoption de pratiques parentales maltraitantes? Il y a la pauvreté, il y a la précarité du réseau de soutien, il y a la fragilisation de la santé mentale et il y a les difficultés parentales. Et c'est drôle parce que ça revient vraiment aux conditions observables sur lesquelles on travaille dans les CIP. Donc, le flair clinique est tout à fait adéquat. On sait ce sur quoi intervenir pour essayer le plus possible de minimiser les risques de maltraitance à l'égard de l'enfant. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est ça. Donc, c'est un peu une reprise de mon iceberg. On sait qu'il y a beaucoup d'expériences de maltraitance subies dans l'enfance. On sait qu'en plus que si on est une mère adolescente, j'ai encore plus de chances, si j'ai été victime, de victimiser, malheureusement. Mais je ne sais pas c'est quoi ces expériences de maltraitance-là. Et je ne sais pas non plus comment c'est associé aux principaux facteurs de risque. Alors, mes questions de recherche, c'était quels sont les différents types d'expériences de maltraitance subies dans l'enfance chez les mères adolescentes? Et quand on parle de type d'expérience de maltraitance, on ne veut pas simplement savoir, comme je le mentionnais tantôt, 30% ont vécu ça, 32% ont vécu ça, puis 40% ont vécu 4 formes de maltraitance. Moi, je veux savoir, si j'ai une mère adolescente devant moi, quelle est l'expérience type qu'elle aurait potentiellement pu avoir? Ça ressemble à quoi les expériences de maltraitance chez les mères adolescentes? Donc, c'est des analyses différentes. Et ensuite, une fois que je vais avoir trouvé mes types d'expériences de maltraitance, je veux être capable de savoir comment ces différents types-là sont associés aux facteurs de risque. Alors, une grosse diapo juste pour vous présenter mes
questionnaires, les questionnaires que j'ai utilisés. Il y en a beaucoup, mais quand on fait de la recherche quantitative comme ça, on utilise des questionnaires validés pour essayer le plus possible de valider nos résultats. Hein? Donc, ce sont des mesures qui sont validées. Puis la principale pour l'expérience de maltraitance, c'est un questionnaire qui se complète très, très bien. Un questionnaire qui, par ailleurs, peut être utilisé aussi en clinique et qui mesure les 5 formes de maltraitance possibles. Donc, abus physique, abus sexuel, négligence physique, négligence émotionnelle et abus émotionnel également. Alors, juste sur le plan de la description, juste pour que vous voyez là d'emblée, on constatait là que les mères de mon échantillon à moi, donc 288 mères, avaient subi là, presque toutes de la négligence émotionnelle et elles l'avaient subi de façon élevée à extrême pour presque 70% d'entre elles. Parce que cette échelle-là nous permet également de comprendre la différente intensité de l'expérience de maltraitance subie. Il y a aussi l'abus émotionnel qui était présent chez presque 45% des mères. Et il y a l'abus physique et l'abus sexuel aussi. Donc, l'abus physique un petit peu moins. Puis ça, c'est assez... on voit ça dans les recherches, c'est assez présent. L'abus physique est peu rapporté parce que notre perception de l'abus physique, si j'ai grandi dans un environnement, par exemple, il y a de la violence conjugale, peut-être que je ne considérais pas que ce que je vis, c'était vraiment de l'abus physique, alors que si je suis dans un environnement un petit peu plus, disons, équilibré sur le plan des méthodes disciplinaires, mais ça se peut que je sois plus sensible à ça. Mais sur le plan de l'agression sexuelle, ça laisse moins de doute. Et on constatait là, que 41% des mères en rapportaient. Et ensuite, il y a toute la négligence physique également. Ensuite, pour la co-occurrence, on constatait là, que presque le 2/3 des mères avaient subi au moins 2 formes de maltraitance. Et il y avait 22% qui avaient subi les 5 formes de maltraitance. Avec des expériences hyper variées, mais aussi hyper complexes d'expériences de maltraitance. Et sur le plan des scores, on constate que pour ce qui est de l'intensité, donc l'expérience qui est vécue le plus, de manière la plus intense par les mères, c'est la négligence émotionnelle. Puis je pense que ça vous surprend probablement pas. Très souvent, on a l'impression qu'on rencontre des mères, j'entends très souvent comme carencées sur le plan émotionnel, psychologique et tout ça, mais ça fait du sens aussi avec leurs propres expériences. Alors, sur le plan de la première question, les différents types d'expériences de maltraitance, on a utilisé une analyse de cluster. Une analyse de cluster, c'est de prendre tout ton échantillon. Fait que moi, comme je vous le disais, j'avais 288 mères, puis de dire, je vais essayer de trouver des patterns ou des ressemblances. Parce que je veux diminuer mon échantillon. Moi, j'ai pas le goût d'étudier 288 mères, je vais en étudier moins que ça. Puis je veux être capable de baser mon nouvel échantillon sur des expériences typiques. Fait que trouve-moi, parmi les 288 mères et leurs 288 expériences de maltraitance, trouve-moi-en, là, regroupe les mères qui se ressemblent dans des groupes distincts, puis après ça, parle-moi de ces groupes-là. Et cette analyse-là nous a permis de distinguer 3 groupes. Donc, 3 types d'expériences de maltraitance. Le premier groupe, il y avait 152 mères et les deuxième et troisième groupes, 68 mères. Donc, c'est 3 types distincts d'expériences de maltraitance dans l'enfance. Alors, soudainement, ce que ça nous permet de faire, c'est plus de parler de l'expérience distincte de 288 mères, mais bien de comprendre 3 types d'expériences qui semblent être les plus répandues chez les mères adolescentes de notre échantillon. Et ça ressemble à quoi, ces groupes-là? Le premier groupe, c'est un groupe dont les mères avaient uniquement subi de la négligence émotionnelle. Et lorsqu'on se rappelle que presque toutes les mères en avaient subi, c'est comme si on disait en quelque sorte que le groupe 1, c'est ceux qui avaient vécu pas d'expérience de maltraitance, parce que c'est tellement une expérience qui est partagée que c'est presque ça fait partie de la game, si on peut dire, d'avoir été négligé émotionnellement. C'est sûr que si on avait un échantillon qui était composé pas seulement de mères adolescentes, on aurait probablement eu un groupe 1 qui n'aurait rien eu. Okay? Mais puisque c'était tellement commun, notre groupe 1 a seulement de la négligence émotionnelle. Donc, ce sont des mères qui, à travers leur vie, n'ont pas subi d'autre chose que de la négligence émotionnelle. Le groupe 2, c'est un groupe qui se distingue par une expérience d'abus sexuels seulement et de négligence émotionnelle.
Donc, pas d'abus physique, pas de négligence physique, mais de l'agression sexuelle et évidemment la négligence émotionnelle qui se trouve partout. Et le troisième groupe, c'est un groupe qui regroupe les mères qui ont subi 5 formes d'expérience de maltraitance. Donc, toutes les formes ensemble, une co-occurrence de toutes les formes. Donc, une expérience de maltraitance très, très chargée, très, très complexe. Et si je vous demandais à première vue, qui, selon vous, s'en tire le mieux, qu'est-ce que vous me diriez? Type 1. Ouais, ça c'est... Oui. Puis ensuite, entre le type 2 puis le type 3. Puis tu sais, le type 1, on dit type 1 parce que sont potentiellement les moins... qui ont vécu moins maltraitance, les moins hypothéqués par leurs expériences. Puis c'est un très, très bonne réponse. Mais ensuite, c'est là que ça se complique. Groupe 2, groupe 3. Parce que tu as quelqu'un qui a vécu... Tu as des mères qui ont vécu tout, puis des mères qui ont vécu une expérience très, très intense d'agression sexuelle. Puis quand on regarde la recherche puis la littérature, on se dit « Ah oui, mais l'agression sexuelle, c'est une forme de maltraitance très, très... Elle se distingue tout le temps des autres. Il y a des victimes d'agression sexuelle qui vont se comporter d'une façon, puis tu as les victimes de co-occurrence de maltraitance quand l'agression sexuelle est comme diluée, qui se comportent différemment. Et sur le plan statistique, tout de suite, c'est ressorti, parce que comme je vous le mentionnais, ça, ce sont des groupes générés statistiquement. Puis tout de suite, on voit que l'agression sexuelle ressort, puis elle se distingue d'un groupe à part. Donc, reste à savoir après comment ça se distingue et sur quel plan ça se distingue également. Ce que je dois vous mentionner, c'est que notre étude est longitudinale, c'est-à-dire qu'on a commencé à recueillir des données à la partir de la grossesse jusqu'à 17 mois de vie de l'enfant également. Alors, les 4 catégories pour lesquelles j'avais des variables et pour lesquelles je voulais savoir comment elles sont associées aux 3 types d'expériences de maltraitance, c'est les conditions sociales et économiques, le réseau de soutien, la santé mentale et la parentalité. Ici, je voulais juste revenir aussi, j'ai utilisé un code de couleur, vert, jaune, rouge. C'est pas pour dire qu'il y en a un nécessairement qui est pire que l'autre, c'est seulement pour faciliter la compréhension des résultats, mais c'est aussi, si on voulait trouver un genre d'échelon sur le nombre de maltraitances impliquées dans l'expérience. Alors, voilà pour les 4 catégories. Alors, les conditions socio-économiques, ce qu'on constate, comme vous l'avez mentionné, c'est que le premier groupe, les mères du premier groupe, vont se distinguer significativement des mères du deuxième et du troisième en présentant un plus faible sentiment d'insécurité alimentaire à 5 mois postpartum. Donc, une fois avec leur enfant, ça fait 5 mois que leur enfant est né, elles se sentent beaucoup moins insécures sur le plan alimentaire, sur le plan des ressources dont elles disposent pour nourrir leur enfant et elles également. Alors, les mères du groupe 1 vont également avoir une meilleure adéquation de ressources matérielles, c'est-à-dire plus de moyens financiers, à 5 mois et à 17 mois. Alors, sur le plan socio-économique, sur le plan monétaire puis du sentiment d'insécurité, on a vraiment le groupe 1 qui se distingue complètement des autres. Mais il y a également le groupe 3 qui se distingue. Il se distingue du premier et deuxième parce que les mères du troisième groupe vont dépendre davantage de l'État comme première source de revenus et elles sont le plus susceptibles de présenter aussi un cumul important de vulnérabilité sociale. Et pour cette variable-là, c'est ma directrice de recherche, en fait, qui, dans sa propre étude, avait utilisé plusieurs variables pour essayer d'arriver à un concept de vulnérabilité, en fait. Puis, c'est une variable qui fait beaucoup de sens pour essayer de mesurer, en gros, largement la vulnérabilité au lieu de regarder une variable à la fois. Et ce qu'on constate, c'est que le troisième groupe est également associé à une plus grande vulnérabilité psychosociale en général que les mères des deuxièmes groupes. Alors, pour ce qui est des conditions socio-économiques, on a les mères du premier qui se distinguent des deux autres parce qu'elles vont mieux et les mères du troisième qui se distinguent des deux autres parce qu'elles vont moins bien sur les sources de revenus puis sur la vulnérabilité en général. Et là, je vous montre un tableau qui fait un peu peur, mais je vais vous l'expliquer très, très simplement. C'est un tableau qui nous présente, dans le fond, les différences entre les résultats obtenus sur les échelles les échelles pour mesurer différentes choses. Alors, la première échelle, c'était pour mesurer justement la pauvreté. Puis, comme on le mentionnait tantôt, il y a une grosse différence entre le type d'expérience 1 et le type d'expérience 3. Les mères du groupe 1 sont beaucoup moins en situation de pauvreté,
autant à 5 mois qu'à 17 mois. Et pour le sentiment d'insécurité alimentaire, c'est la même chose comme je vous le mentionnais. Le groupe 1 se distingue des deux autres. Voilà. Donc, j'ai mis ça pour ceux que les chiffres intéressent, mais voilà. Ensuite, sur le plan du réseau de soutien, on constate que les mères du 3e groupe vont se distinguer des mères du 1er groupe en présentant une plus faible satisfaction du soutien reçu par l'entourage en période postnatale. Donc, une fois leur enfant au monde, les mères du 1er groupe ont vraiment une meilleure satisfaction en général du soutien qu'elles reçoivent. Il faut savoir aussi que ces mères-là sont celles qui vont avoir fréquenté le plus les services CIP. Contrairement ici aux mères du 3e groupe, elles se distinguent des 1er et 2e groupes. Ce sont celles qui ont reçu le moins de services au cours des 3 derniers mois lorsque mesurées à 17 mois postpartum. Alors, les mères les plus vulnérables, celles qui habitent davantage seules, celles qui font également moins appel à leurs proches, ils ont moins de réseaux proches, sont également celles qui quittent le PSJP en premier, ou les CIP à ce moment-là. Donc, ça, c'est un résultat un peu désolant parce qu'on se dit, c'est en quelque sorte un peu pour eux que ces services-là sont créés. Puis, c'est celles qui quittent plus, en fait, elles quittent significativement plus que les mères des 1er et 2e groupes. Je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Ensuite, sur le plan de la santé mentale, les mères du 1er groupe vont être en meilleure position. Elles ont une meilleure perception de leur santé, que ce soit la santé physique ou la santé psychologique. Elles rapportent avoir reçu aussi moins de diagnostics pour troubles nerveux, donc anxiété, dépression et autres. Et elles ont également un score beaucoup moins élevé sur l'échelle de dépression postpartum. Donc, elles sont beaucoup moins en situation de risque à ce niveau-là. Quant à elles, les mères du 3e groupe, donc les mères qui ont la plus complexe expérience de maltraitance, vont se distinguer des 2 premiers en ayant, quand elles, une perception plus négative. Elles ont reçu plus de diagnostics, puis également, elles sont plus en détresse psychologique. Et ça, c'est en période prénatale. Et c'est là que c'est très, très intéressant. Parce que en période postnatale, ce sont les mères du 2e groupe qui ont plus de détresse psychologique. Alors, avant que l'enfant soit né, les mères du 2e groupe ont beaucoup moins de détresse psychologique que les mères du 3e. Mais une fois l'enfant mis au monde, donc à 17 mois postpartum, ce sont les mères qui ont été agressées sexuellement, donc les mères du 2e type, qui là vont se distinguer des mères du 3e en présentant plus de détresse psychologique. Et ça, c'est assez intéressant dans la mesure où ce qui change, c'est l'arrivée du bébé. On s'approche aussi du Terrible 2, il y a 17 mois. C'est sûr que moi, dans un monde idéal, j'aurais poursuivi ça jusqu'à 6 ans de vie, mais il fallait s'arrêter. Et à 17 mois postpartum, on commence à être dans une période où l'enfant est un petit peu plus opposant, forge son caractère. Et possiblement que pour ces mères-là, ça commence à être difficile. Peut-être que l'enfant ne répond peut-être plus, ou en fait, c'est ce que la littérature suggère, la fameuse période de lune de miel qui commence à prendre fin. Et peut-être que les mères qui ont vécu une expérience d'agression sexuelle intense sont peut-être celles qui sont peut-être le moins aptes à composer avec ça sans que ça ait un effet sur leur détresse psychologique. Je vous laisse regarder ça. Et ensuite, sur le plan de la parentalité. Sur le plan de la parentalité, donc, on mesurait l'interaction parent-enfant, on mesurait également la détresse parentale. Et ce sont encore une fois les mères du 2e groupe qui se distinguent, donc les mères ayant vécu l'expérience d'agression sexuelle. Elles, contrairement aux mères du 3e groupe, ce sont elles qui surestiment le développement de leur enfant avant la naissance. Donc, potentiellement, ce sont celles qui, ça c'est un facteur de risque reconnu, de surestimer le développement de son enfant. T'es plus vulnérable à être déçu ou à composer difficilement avec justement les déceptions qui sont associées à la parentalité que les mères du 3e. Les mères du 3e groupe ont des bonnes connaissances sur le développement de l'enfant avant la naissance de celui-ci. Donc, cette expérience de maltraitance-là complexe et variée ne vient pas nécessairement affecter leur connaissance ou leur perception de ce qu'un enfant est supposé faire à tel ou tel âge. Ensuite, les mères du 2e groupe sont
vont vraiment se distinguer du premier en étant beaucoup plus en détresse parentale à 17 mois postpartum. Donc, c'est en même temps logique, puisqu'elles sont plus en détresse psychologique. Et dans leur cas, la détresse psychologique suit la détresse parentale. Par contre, je veux spécifier qu'il y avait quand même des variables qui ne sont pas ressorties comme étant significatives. Donc, il n'y avait pas de différence sur le plan de la parentalité entre les trois types pour ce qui est de la sensibilité parentale, pour ce qui est aussi de l'autonomie, de l'estime de soi et des interactions mère-enfant dysfonctionnelles lorsqu'on regardait l'échelle sur un score continu comme ça. Mais aussi pour l'implication de la DPJ. Il n'y avait pas de différence. Les mères, peu importe leur situation ou leurs expériences antérieures de maltraitance, ne semblaient pas avoir été signalées plus que l'une et l'autre. Mais je veux juste apporter à votre attention le fait que, comme je vous le mentionnais, on a arrêté à 17 mois. Et c'est peut-être un peu tôt pour commencer à voir toutes les différences qu'on pourrait trouver sur le plan de la parentalité. Mais moi, cette variable-là, elle me chicotait. Parce que je trouvais pas ça logique que sur le plan... Tu sais, quand on regarde tout ce qu'on voit dans la littérature, je trouvais pas ça logique que la dysfonction... Tu sais, que l'interaction mère-enfant, il n'y avait pas de différence. Mais en même temps, tant mieux. Mais il y a aussi la détresse parentale. Tu sais, on a vu ici qu'il y avait une différence entre les mères du deuxième groupe qui se distinguaient des mères du premier. Mais je voulais savoir, les mères du troisième, elles se situaient où? Puis quand on fait des statistiques et qu'on utilise ce genre de variables-là, c'est une échelle, on complète un questionnaire, puis on a un score. Mais il y a aussi un score, un seuil clinique. Parce que ça ne me sert à rien de savoir si j'obtiens 25 sur 40. Si 25 sur 40, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Alors, les auteurs, quand ils font ce genre d'échelle-là, arrivent aussi à un score clinique. Et donc, j'ai décidé de revoir la variable en mettant les mères qui avaient seuil clinique versus les mères qui n'atteignaient pas le seuil clinique. Et ce qu'on constate, c'est que de cette façon-là, la détresse parentale, on voit vraiment que les mères du deuxième groupe se distinguent pas seulement du premier, mais aussi du troisième. Donc, les mères du troisième sont vraiment significativement moins en détresse parentale que les mères du deuxième. Et ça, c'est intéressant parce que cette espèce d'idée que parfois les mères pour qui il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas, que ce soit sur le plan de l'école ou sur le plan familial, et qui mettent au monde un enfant parce qu'elles se disent « c'est ça que je suis supposée faire dans ma vie », peu importe les difficultés financières, santé mentale, réseau de soutien, sur le plan de la détresse parentale, il n'y en a pas, elles sont bien dans leur rôle. Et ça, c'est tout un facteur de résilience, puis c'est vraiment toute une force sur laquelle on peut travailler en clinique. C'est-à-dire que malgré toutes les difficultés, toi puis ton enfant, ça va bien. Ou dans ton rôle de mère, tu te sens bien. Et ensuite, j'ai voulu prendre toutes ces variables-là, puis dire, OK, maintenant que je sais tout ça, si on les met, là, si on prend toutes les variables qui sont significatives, puis qu'on les met dans un dé, puis qu'on les brasse, lesquelles sont les plus importantes? Et ce qu'on constate que sur le plan, bien, par rapport à l'appartenance au premier groupe, donc pour savoir quelle mère aurait potentiellement eu une expérience de seulement négligence émotionnelle, c'est que, dans le fond, d'avoir une insécurité alimentaire moindre et une adéquation, dans le fond, une meilleure situation financière, mais aussi moins à risque de détresse psychologique. Ces mères-là sont beaucoup moins à risque d'en souffrir autant en période prénatale qu'en période postnatale. Pour ce qui est des mères du deuxième groupe, donc si on regarde les mères en situation d'agression sexuelle et de négligence émotionnelle, ce sont potentiellement les mères qui sont le plus à risque de vivre de la détresse parentale. Donc, au-delà de toutes les autres difficultés qui ont été nommées, c'est vraiment le facteur le plus important potentiellement à observer. Et ensuite, on a les mères du troisième groupe, donc insécurité alimentaire, donc tout aussi encore là, ressources financières, détresse psychologique en période prénatale, donc avant l'arrivée du bébé. Donc pour elle, c'est pas le bébé qui va causer cette détresse-là, c'est avant d'en avoir un. Et ensuite, sur le plan du réseau de soutien, ce sont les mères qui sont les moins satisfaites du réseau de soutien qu'elles reçoivent. Je vous laisse mes tableaux pour ceux que ça intéresse par rapport à ça. Et donc ensuite, je voulais juste vérifier l'heure, ça va. On a encore quelques minutes. Pour terminer, on constate en fait qu'à la lumière de ces résultats-là, il semble vraiment important de mettre en place des mécanismes d'évaluation, de meilleure détection des expériences de maltraitance subies dans l'enfance des mères, parce que ça va nous permettre d'orienter un peu mieux ou peut-être de façon un petit peu plus adaptée selon ses expériences à elles,
les pistes d'intervention sur lesquelles on devrait miser. Par exemple, une mère du 3e groupe qui aurait vécu toutes sortes d'expériences de maltraitance, c'est sûr qu'on va l'évaluer pour savoir si elle a des bonnes connaissances sur le plan du développement, mais c'est peut-être pas là-dessus qu'il va falloir maximiser notre temps. Et il semble aussi important, puisque ces 3 types d'expériences-là ont des besoins différents, il semble important aussi de vraiment individualiser puis personnaliser l'intervention qu'on offre à ces mères-là. Et la pertinence également de porter une attention particulière à l'expérience d'agression sexuelle qui semble, sur le plan de la détresse parentale, vraiment se distinguer de manière significative. Mais ça implique également que dans les milieux de travail, on mette à votre disposition des outils de détection, aussi la formation continue par rapport à l'intervention en maltraitance. Intervenir en maltraitance pour la prévenir, c'est une chose, puis intervenir pour l'accueillir, l'expérience de maltraitance en est une autre. Oups! Mais aussi, évidemment, aborder tous les nouveaux enjeux qui découlent des nouvelles orientations qui sont mises en place dans le cadre de référence des CIP. C'est sûr que si moi, je vous dis évaluer l'expérience de maltraitance, mais que finalement, votre solution, c'est de dire, ben, je peux pas les suivre dans le cadre des CIP, c'est pas mieux. Mais c'est sûr qu'à la lumière de ce qu'on constate, juste de manière descriptive, quand on regarde qui a eu des expériences de maltraitance, il resterait pas beaucoup de mères en termes de mères ou d'usagères de ces programmes-là. Ouais. Et finalement, je veux juste remettre cette citation-là que j'ai mise tantôt avec les deux enfants qui pleurent ou les 2 personnes qui ont de la détresse dans la chambre. Puis quand j'ai lu ça, vraiment, pour moi, ça fait beaucoup de sens de dédier ma thèse à toutes les mères dont on n'entend pas les pleurs. Et par les pleurs, je fais référence à l'expérience antérieure qui, peut-être pour cette mère-là, au moment où vous la voyez, prend potentiellement plus de place que l'expérience de parentalité. Ce pourquoi elle est référée au service. Donc voilà.